Bonjour, mon nom c'est Mohamed Hanini, je suis le chef de la direction de Coes Intelligence. Vous êtes aujourd'hui avec nous dans Accident de parcours. Vous écoutez Accident de parcours, un podcast dédié à enrichir la communauté de l'assurance de dommages. Mon nom est Alexandre Gilbert et en compagnie de mon partenaire de micro Mathieu Brunet, on connecte avec les intervenants du milieu, on fait le survol de l'actualité, des enjeux et de la réalité de l'industrie. Le podcast est une présentation de Primaco et est rendu possible grâce à nos partenaires Banque Nationale, Prou ainsi que la Coalition pour une relève en assurance de dommages. N'oubliez surtout pas de vous abonner à l'une de nos plateformes de diffusion pour être informé de la venue de nos prochains épisodes. Bonne écoute! Aujourd'hui, Mohamed Hanini, founder, CEO, CTO, comme je disais tantôt, c'est quand même beaucoup de chapeaux, de Coes Intelligence. On est vraiment content que tu aies accepté notre invitation. Vraiment content de te recevoir aujourd'hui. On avait envie de parler avec toi. Ça fait quelques temps qu'on entend parler un petit peu là, de ce qui se trame, ou du moins ton nom a circulé, Coes, depuis, je dirais peut-être 2017-2018, et on attendait de voir les premiers produits, les premières solutions, puis on en est là. On va pouvoir en parler dans quelques instants. Puis pour aborder le sujet, le podcast, aujourd'hui, on avait envie de commencer avec la fameuse question accident de parcours. Comme tu le sais, tu as peut-être écouté les autres épisodes auparavant. On a nommé notre podcast Accident de parcours parce qu'on pense que c'est une réalité qui est propre, ou du moins qui parle à l'assurance. Beaucoup d'intervenants en assurance n'ont pas prévu de faire carrière dans ce domaine-là. C'est souvent par un changement de parcours, un accident de parcours, comme on aime le dire, qu'on atterrit dans cette industrie. Puis pour la plusieurs, on y reste par amour. Est-ce que... La fameuse question, c'est es-tu un accidenté? Est-ce que tu as subi un accident de parcours pour te retrouver à être un intervenant en assurance de dommages? D'abord, merci déjà de m'avoir invité. Vraiment, le plaisir est pour moi. J'ai aussi entendu parler de votre podcast qui a l'air très intéressant. Revenons à la question de cet accident de parcours. Moi, je suis doublement accidenté. Donc, mon premier accident, c'est finalement via j'ai démarré ma carrière en fait en assurance. J'ai fait mon bac en actuariat à l'Université de Montréal. J'ai aussi enseigné à un jeune âge l'assurance vie, l'assurance aussi dommages, IARD à quelques reprises. À l'université? À l'Université de Montréal, oui. J'ai toujours voulu, en fait, je sais pas, j'ai toujours voulu garder une relation avec l'université. Je trouvais ça très intéressant on va dire, l'éducation continue m'a toujours parlé. Et sauf que je trouvais ça aussi un petit peu, c'est quoi le mot, limité de se contenter des problématiques, on va dire, fondamentales et théoriques. Puis j'ai toujours aussi voulu explorer les différentes problématiques de l'industrie. Donc après mon bac en assurance, j'ai poursuivi avec la maîtrise de finances mathématiques et computationnelles. J'ai entendu parler de ce programme, je crois, en 2002. C'était lancé par René Garcia et Yoshua Bengio. Puis c'était très nouveau pour moi, en tout cas, c'est des algorithmes d'apprentissage. Enfin, il y a plusieurs synonymes où l'apprentissage machine, l'apprentissage statistique. Donc, on va dire, toutes ces appellations-là qui veulent dire un peu la même chose, des algorithmes qui apprennent en fonction des données historiques pour prédire, pour prédire un résultat finalement final. Et donc, ce qui m'a amené à peut-être faire le choix de ce programme, c'est aussi
l'aspect, on va dire, financier, computationnel. J'ai toujours aimé les marchés financiers et l'économie. Donc, pour revenir au double accident, donc le premier accident, c'était justement en 2001, quand j'ai démarré mon bac. Ensuite, il y a eu, c'est pas une rupture, mais plutôt un mini changement, disons, de cap pour poursuivre on va dire, ma carrière dans l'industrie bancaire. Et vous allez voir qu'il va avoir on va dire, il va avoir quand même une petite convergence parce que j'ai travaillé dans le bancaire sur les produits dérivés et plus précisément sur les dérivés d'événements de crédit qui sont finalement évalués de la même... qui sont inspirés par l'évaluation des polices d'assurance vie finalement, parce que enfin au lieu de protéger finalement en gros la personne, ben c'est plutôt une protection, donc on paye des primes pour se protéger contre un événement de défaut. Je travaillais à PwC, aussi EY, Ernst Young, dans tout ce qui est évaluation de produits dérivés. J'ai toujours voulu implémenter des outils et j'avais l'impression toujours de travailler dans des compagnies qui finalement n'ont pas nécessairement cette vocation-là. D'implanter des produits. D'implanter des produits plutôt... parce que finalement, les produits sont vraiment... Il y a cette implémentation d'outils, mais les outils sont souvent utilisés malheureusement par un petit groupe d'individus, donc par quelques personnes. Et là, c'est sûr que j'ai toujours été conscient qu'une seule personne ne sera jamais capable de vraiment développer un produit qui a de l'allure, parce que ça prend ça prend une équipe multidisciplinaire et ça prend aussi un développement continu pour améliorer, etc. Et donc, je me rappelle, j'étais assez jeune et j'ai vraiment poussé pour justement étendre cette expertise-là chez mes anciens employeurs. Et bon, j'ai réalisé rapidement qu'en vin, ce n'est pas nécessairement la stratégie ni la vocation. J'ai toujours poussé aussi pour l'automatisation. On s'est dit, bon, on pourrait faire les choses un peu plus rapidement et de manière plus efficace. Et bon, j'enseignais en même temps, donc rendu, je crois, en 2011, fin 2011. J'ai repris mon sac à dos pour retourner à l'université pour bâtir en fait des générateurs aléatoires ou pseudo-aléatoires. Donc ça consiste à développer un logiciel en C++ qui permet vraiment on va dire de construire qu'on appelle des points quasi Monte Carlo. Donc c'est des points structurés qui vont, disons, qui ont une meilleure uniformité que les points Monte Carlo. Donc, on utilise ces applications-là ou on utilise, disons, cette grille de points-là dans tout ce qui est prédictif parce qu'on va toujours utiliser, en fait, des variables aléatoires, finalement. Donc, c'est utilisé en apprentissage machine, donc en intelligence artificielle, parce que pour la plupart, par exemple, pour optimiser ces algorithmes-là, souvent, on va faire appel à des algorithmes qui permettent de trouver le minimum d'une fonction complexe. Puis par exemple, l'un des algorithmes, qu'on appelle de la descente de gradient, ben là, il va faire appel à des générateurs aléatoires pour pouvoir bien, on va dire, optimiser ou minimiser des fonctions de manière efficace et, disons, plus rapide.
Et avec cet outil, c'est sûr que ça, on va dire, ça a un peu changé ta compréhension. Ma compréhension, parce que j'ai toujours développé en fait des outils, mais j'étais pas entraîné pour. J'avais pas en fait. J'avais une autre expertise, si on veut, de la modélisation, même lorsque j'ai suivi pas mal de cours on va dire, d'informatique, c'était quand même... j'avais pas la maturité d'un informaticien, puis c'est sûr qu'avec la thèse, ça m'a permis de finalement d'avoir la thèse surtout autour d'un outil, d'un logiciel, ça m'a permis quand même de vraiment mettre comprendre finalement c'est quoi on va dire une chaîne d'approvisionnement virtuelle, puis qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et qu'est-ce qu'il faut faire pour, on va dire, pour réussir le développement d'un logiciel. Et rendu à fin 2016, ou j'irais... donc, c'est après les études. Après les études, exactement. Là, je me suis dit, bon, je crois que... parce que je veux toujours apprendre, et je crois que je me dis, il est peut-être temps de démarrer, en fait, un projet qui me permet de faire les choses que j'aimerais faire, parce que j'ai toujours voulu pousser pour faire des choses, mais malheureusement, avec mes anciens employeurs, j'étais pas... On va dire, j'avais pas beaucoup de marge de manœuvre. Et bon, j'ai passé en fait presque une année à réfléchir, genre à l'application que j'aimerais développer avant d'incorporer l'entreprise. Et quand j'ai incorporé l'entreprise, j'avais déjà un plan de match et c'est déjà clair pour moi donc sur quoi on doit partir et les irritants et pourquoi. Donc, c'est tout ton apprentissage puis ton expérience académique et professionnelle qui t'a conduit tranquillement vers l'assurance. C'est développer Koios, qu'on va parler aujourd'hui, finalement. Je pense qu'on va s'entendre qu'on n'a pas la moitié des connaissances techniques que tu sembles avoir, mais on voit clairement, on parle à quelqu'un qui a l'expertise et le bagage. J'espère qu'on va pouvoir développer un peu sur certains concepts, parce qu'il y a plein de concepts là-dedans, moi, qui m'intéressent. Donc, je pense que ça va être... Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, connais-tu Primaco? J'ai entendu parler de Primaco, mais j'aimerais que tu m'en parles. Excellent. Écoute, Primaco, c'est un de nos partenaires. C'est notre partenaire pour une deuxième année du podcast. Donc, on est très content de les avoir toujours avec nous. Primaco, c'est une compagnie qui finance les primes d'assurance, compagnie québécoise, compagnie qui fête son 60e anniversaire cette année. Donc, avec l'expérience qu'ils ont, c'est vraiment des pionniers au Québec. Innovation également, là, ils proposent plusieurs solutions aux courtiers. Donc, on est content de les avoir avec nous. On est content de faire affaire avec eux également. Donc, on espère continuer à avoir leur support pour la suite. Oui, absolument. Un gros merci à Primaco, ainsi qu'aux autres partenaires. Excuse de t'interrompre, tu étais parti dans ton histoire, mais je trouve ça intéressant parce que là, ça nous amène à parler de Koios. Puis, ce que je veux que les gens retiennent, c'est tu n'as pas juste vu une opportunité de partir une entreprise. Tu as vu, en fait, l'expérience ou l'apprentissage que tu as acquis avec les dernières années. Tu as vu l'opportunité de venir améliorer certains processus ou certaines façons de faire, right? D'apporter vraiment une solution à un domaine que tu connaissais, mais que tu connaissais aussi les enjeux, je veux pas parce que tu étais en actuariat d'une certaine façon. Je trouve ça vraiment intéressant, on va pouvoir en venir à ça. Mais là, tu pars, donc tu as terminé ta thèse, tu prends une année de réflexion, 2016 à 2017, pour trouver l'angle d'attaque, autrement dit, comment tu vas démarrer cette entreprise-là. Et là, tu pars vraiment en mode start-up, là. Est-ce que tu avais des partenaires? Est-ce que tu avais des gens qui étaient déjà prêts à t'accompagner, à t'épauler? Tu as parlé de Benjo. Je sais que tu connais Charles. Est-ce que tu étais déjà entouré de gens qui pouvaient te permettre d'aller lever des fonds, d'avoir des contacts? Comment ça s'est passé au début? Oui, bonne question. En fait, au démarrage de la compagnie, j'étais très bien entouré.
Donc, avec, c'est Charles, par exemple, c'est un ancien collègue, mon ancien aussi professeur. Et, on parle de Charles Dugas, qui est Ernst Young maintenant. Qui est partenaire à Ernst Young. Qui a été un de nos invités. Exactement, qui était un de vos invités à Accident de parcours. Et Charles, dans le temps, je crois il était à Viva, il a passé à Element, puis j'aurais aimé, en fait, même l'amener. D'ailleurs, je ne sais pas que j'aurais aimé, je lui avais, entre nous, proposé, au fond, de venir m'épauler. De partager l'aventure avec toi. Exactement. Sauf que bon, c'est sûr que moi, j'avais pas d'enfant et j'étais prêt à plonger, me plonger dans l'aventure. C'est sûr que j'ai pris aussi beaucoup de recul et beaucoup de temps à réfléchir, et donc j'étais convaincu que c'est pas juste une aventure comment dirais-je, qui est basée juste sur une idée sans nécessairement certaines mesures. Donc, oui, j'avais Charles, j'étais bien entouré, j'avais plein d'amis qui étaient aussi qui sont aussi experts, qui auraient pu m'épauler au démarrage. Malheureusement, quand tu démarres une compagnie, tu n'as pas nécessairement la finance pour justement mobiliser cette équipe-là. Il faut dire que quand j'ai démarré en fait avec Manuel Morales, qui est cofondateur de la compagnie et professeur à l'Université de Montréal, qui m'a au départ épaulé au démarrage de la compagnie. Ensuite, c'est sûr que je crois après, peut-être quelques mois après, il a eu une offre à la Banque nationale. Donc, il a saisi cette offre-là comme chef, je crois qu'il était Chief AI de la Banque nationale, qui est une super opportunité pour lui et qu'il a saisi. Et j'étais aussi très content pour lui. Puis je vous cache pas, moi j'étais 100% opérationnel. Je croyais au projet et j'ai tout fait pour que ça marche. Ouais. Donc, c'est sûr qu'au démarrage, j'étais un peu dans tous les sens. Donc, il fallait étudier le marché, voir les irritants en assurance, aussi explorer les vrais processus, même un processus le processus de cotation comme étant un utilisateur, c'est quoi les choix, comment ça marche finalement dans le marché, chose que j'avais le terrain, sauf que j'avais pas du tout. Passait, c'est ça exactement. Donc je me rappelle avoir, c'est quand même drôle, mais je vais quand même la raconter. À un moment donné, j'ai vraiment espionné la façon qu'on distribue l'assurance. Donc j'ai appelé en fait. J'ai fait j'ai tapé sur Google assurance vie. Puis là, j'ai eu plusieurs propositions sur mon interface, sur mon browser. J'ai appelé un numéro, puis c'était, je crois, un agrégateur. Franchement, je me rappelle plus, c'était ClickAssure ou c'était un des agrégateurs qui m'a alloué un courtier indépendant. Et réellement. Tout cela, j'avais aucune idée, mais c'est sûr qu'après, j'ai réalisé j'ai compris après cartographier, j'ai compris le chemin, comment on desservit finalement l'assurance vie. Et bon, ça... Donc, entre mon appel et cette rencontre avec le courtier qui a été fait chez moi, c'était...
on a passé peut-être 5 semaines parce qu'à un moment donné, moi, j'étais pas, en tout cas, j'étais occupé. Donc, lorsqu'il m'avait proposé le premier rendez-vous, j'étais occupé. Donc, on l'a décalé de 1 semaine. Mais en tout, je crois que c'est... Donc, on s'est rencontrés 5 semaines après. On va dire, ma demande de rendez-vous. Et on a passé peut-être 2 heures à parler de... On va dire... je crois il avait fait une analyse des besoins financiers, etc. Puis, je ne pouvais pas ne pas lui dire la vérité. Donc, je lui ai dit, écoute... OK, tu ne voulais pas rien acheter non plus. Donc, c'est exactement... C'était un processus de recherche. Là. C'est exactement ça. Je lui ai dit, écoute, tu sais, je vais quand même être, je vais être honnête avec toi. Je pars ma compagnie et je voulais comprendre le process, mais en même temps, je voulais aussi parallèlement magasiner en fait une assurance vie et réellement, j'étais prêt aussi à aller de l'avant pour une petite police d'assurance vie parce que aussi j'en ai besoin. Okay, donc, c'est une pierre deux coups, c'était pas... Et ce qui nous a amené après, finalement, à collaborer même ensemble. Ah oui. Puis on a démarré en fait en assurance vie. Tu vois, finalement, on dit, en tout cas, il y a beaucoup d'accidents. C'était un accident vraiment. On a démarré en assurance vie et vous savez, en assurance vie, on a beaucoup appris en fait, parce qu'en assurance vie, c'est encore plus, un peu plus complexe. On as plusieurs produits, la temporaire, la permanente, et à partir de cette analyse des besoins financiers, on va identifier un produit versus en auto, Enfin, en auto, on a un produit, ou même en condo, on connaît déjà, le produit est déjà identifié à l'avance, alors qu'en assurance vie, c'est encore plus... c'est encore plus d'options, c'est un peu plus large. Donc, on a commencé le développement du logiciel en assurance vie. Finalement, ce développement en assurance vie nous a tout simplement entraînés pour desservir d'autres verticales ou d'autres lignes d'affaires en assurance. Puis on a passé peut-être 14 mois en assurance vie, puis en assurance auto, on va dire la première preuve de concept, ça a pris juste 6 semaines parce que c'est plus rapide, on avait le savoir-faire, mais aussi on a bien, on va dire, préparé les données. Donc, comment avez-vous, avant d'arriver là, toute la phase de financement, comment avez-vous un peu financé vos opérations au début? C'était-tu du financement externe? Y a-t-il plusieurs plans, scénarios qui ont été mis en place? Le financement, c'est vraiment la moelle épinière de n'importe quelle compagnie en démarrage. Et j'avais le choix entre, comme fondateur, présenter la compagnie, puis solliciter des investisseurs pour avoir le premier ticket et démarrer la compagnie, ou plutôt investir ce que j'avais pour le développement du produit. Et j'ai opté pour la deuxième option qui était finalement comment dirais-je, d'avoir un prêt, mais avec des garanties personnelles. Donc, tu t'es autofinancé, tu as levé les fonds par des prêts personnels pour arriver à fonder Koios et d'amener l'argent nécessaire pour finalement engager des gens, parce que je pense qu'à un certain moment donné, tu as dû construire une équipe pour arriver à mettre un produit en place. Tout à fait. Donc, au départ, c'est sûr que déjà, la première année, c'est mes finances personnelles. Ouais. Puis ensuite, même on va dire de 2016 à 2007, donc c'est vraiment, je vivais sur mes finances personnelles. À l'incorporation de la compagnie, c'est aussi à peu près 8 mois même plus que 8 mois, en fait, c'est 1 année encore de finances personnelles. Mm-hmm. Puis fin 2018, on était en pourparlers avec Desjardins. Okay. Puis c'est Desjardins qui nous ont épaulés
via finalement un instrument financier, mais vraiment bien, on va dire, garanti, avec toutes les garanties, justement, pour que... parce que c'est pas conventionnel, justement, de financer une start-up. Donc, finalement, c'est l'équivalent de... C'est comme un prêt personnel, finalement. Donc, c'est un finance. Donc, pour répondre à ta question, je suis le premier investisseur je trouve que ça donne en tout cas, pour ma part, là, comme observateur externe, ça donne vraiment une image de quelqu'un qui s'investit puis qui prend le risque. Tu sais, en tout cas, à regarder ça comme ça, tu sais, moi, je me dis, si la personne est prête à mettre tout ce qu'elle a, ou une bonne partie de ses actifs, là, je pense que ça démontre ton intérêt sur le projet puis ton vraiment, que tu souhaites que ça fonctionne au bout de la ligne. Donc, c'est positif. Au niveau des premières embauches, les premières personnes que tu as recrutées, on en a parlé un peu plus tôt, mais pour bâtir une équipe comme ça dans une start-up, comment tu les attires, les gens? C'était quoi ton argumentaire? Parce que, tu sais, on s'entend que tu dois vivre comme nous, la rareté de personnel. Comment ça se passe, l'approche, là, que ce soit de gens qui sont en représentation ou même des gens qui sont plus au... Comment on peut appeler ça, là, au coding ou en développement? Là? C'est sûr que il y a toujours des obstacles. Et c'est sûr que c'est tout un défi au démarrage d'une compagnie de recruter, et surtout recruter des seniors, parce que les seniors, souvent, c'est des gens expérimentés, donc un peu plus vieux et qui ont des familles. Oui. Donc, je crois, en premier lieu, c'est sûr qu'il faut donner leur juste valeur. Ça se discute pas aujourd'hui. Il faut vraiment donner leur juste valeur, d'où justement d'où mon move lorsque je suis allé chercher des fonds. Je suis allé chercher des fonds justement pour attirer les meilleurs, les talents, puis leur donner donc leur juste valeur. Puis bon, il y a un deuxième argument parce que oui, il n'y a aucune garantie justement que cet emploi-là va rester, surtout au démarrage de la compagnie, on va dire, en fait, la durabilité. Donc, elle va rester en vie pendant quelques années ou pendant plusieurs années. Et donc, c'est sûr que mon plus grand argument, c'est le projet en soi, puis c'est ce qu'on amène d'innovant dans le marché. Puis c'est sûr que ça les rassure aussi de voir que la personne, comme de la même façon que vous, ils vont analyser puis voir d'abord que je suis 100% investi dans la compagnie, que aussi, c'est on va dire l'assurance. Donc, j'ai une expertise en assurance, j'ai une expertise dans la modélisation, j'ai une expertise en informatique. Donc, c'est sûr qu'ils vont évaluer le risque, puis peut-être, je ne veux pas parler... il y a définitivement un aspect de confiance qui a dû s'établir. Ils devaient croire au projet, à la mission que vous étiez donnée, mais aussi avec toi et sans doute les autres équipes. Là. Je sais que tu n'es pas tout seul maintenant, donc... Surtout au démarrage, mais après, c'est sûr que maintenant, il y a toute une équipe, mais enfin, la question, je parlais surtout lorsque... C'était moi, j'avais pas de ressources humaines, il y avait pas d'équipe, et puis il fallait que je faisais des entrevues techniques, et je faisais après, donc je sollicitais en fait des ressources pour démarrer finalement, surtout démarrer le développement du produit. Et vous êtes passé de 1 à 30 aujourd'hui? Ouais. On est aux alentours de 30. Je crois qu'on a 2 consultants, 28 employés. Donc, Et vous êtes parti d'une idée à des clients, parce qu'aujourd'hui, vous avez déjà des produits, des solutions, puis on va en venir là, dans un instant.
Donc, des partenariats, des clients. Pourrais-tu nous dire un petit peu là, qu'est-ce qui est développé, à quoi on va s'attendre? Parce qu'on a peu entendu parler, on n'a pas vu vraiment, mis à part les démos, mais là, si je comprends, là, c'est même au moment où on se parle, je pense qu'il va déjà avoir des applications live chez certains des courtiers d'assurance au Québec. Oui. C'est sûr que pour une start-up, je crois d'abord, le plus difficile, c'est d'avoir son premier client. Puis bien sûr, après avoir développé son produit, et grâce à PM Assurance, une firme de courtage située au Québec, des early adapters qui nous ont vraiment fait confiance et qui nous ont réellement permis de s'intégrer à une chaîne de valeur qui est Applied System. D'ailleurs, je crois à 1h de l'après-midi, Intact aujourd'hui, ça. Oui, Intact Assurance donne pas mal target. Oui, c'est ça. donne le go justement pour le déploiement on a commencé par l'assurance auto, mais il y a la bit qui s'en vient la semaine prochaine. Donc, mais je pense que ça serait bon que tu nous parles un peu, c'est quoi la solution? Que tu nous l'expliques avant qu'on rentre dans les applications, mais vraiment, c'est quoi la solution de façon concrète que vous offrez, dans le fond? OK. La solution concrète, en fait, c'est un assistant virtuel, un robot, un peu comme, je ne sais pas si vous êtes familier avec Siri ou Alexa. Ouais. Sauf que avec ce robot, on peut, il y a une reconnaissance vocale de la même façon que Siri. Et après, on peut clavarder aussi avec. Donc, donc c'est en soirée et écrit. Voilà. En soirée, on veut pas. On a les enfants qui dorment. On va clavarder. On va écrire avec on va écrire avec l'application. Et l'objectif de ce robot, c'est vraiment offrir plusieurs processus d'affaires. Donc, on a commencé par les nouvelles affaires, donc la cotation. OK. C'est merci. C'est d'abord d'offrir ou d'éduquer l'utilisateur, le consommateur. Donc, il y a un volet informatif dans cette application-là. Donc, toutes sortes de questions en assurance, d'accord? Et je crois pour un courtier, informer le consommateur, c'est bien, mais c'est pas assez. Il faudrait aussi quand même qu'il commercialise ses produits. On a mis en place un parcours client, donc qui permet justement ce qui permet au robot de vraiment d'interagir avec le consommateur par rapport au produit en soi. Si on est, par exemple, si on parle d'auto, toutes les questions qu'ils peuvent avoir. Toutes les questions qu'ils peuvent avoir pour ensuite les transférer à Applied System et retourner en fait plusieurs prix d'assurance. Donc, ce que je comprenne bien, en fait, le robot, j'arrive, exemple, sur la plateforme, sur le site, exemple du courtier, je vais m'adresser au robot. Hey, bonjour, je cherche une assurance auto. Le robot va me répondre, parfait, bonjour monsieur. Puis il va commencer à me poser les questions. Exactement. Okay. C'est vraiment... Il va prendre action. Il va prendre action, exactement, poser des questions. Puis ce qui est aussi intéressant, parce que il y a des formulaires aussi qui peuvent faire ça. Déjà, c'est beaucoup plus dynamique qu'un formulaire. Et ce qui est bien, c'est qu'on pourrait aussi, l'utilisateur ou le consommateur pourrait justement mieux interagir et poser des questions par rapport aux actions prises par le robot. Ça veut dire, si par exemple
on demande au consommateur, en assurance auto, je crois, on demande à l'utilisateur on lui pose la question si l'assureur pourrait utiliser sa cote de crédit, par exemple. Ben là, justement, certains utilisateurs vont pouvoir s'interroger là. Sur le pourquoi. Le pourquoi exactement, mais là, justement, le robot expliquerait parfaitement pourquoi. D'abord que c'est un soft check et aussi qu'il n'y a pas d'enjeu, justement, ça va pas augmenter sa cote de crédit. Mais là, c'est un exemple parmi d'autres. Donc, ça vraiment... mais si ça l'augmentait, ça serait pas pire. Mais non, c'est une blague. Si je comprends bien, le robot a la capacité de sortir du cadre de la demande, donc juste du formulaire en tant que tel, et de donner un service conseil, de répondre à des questions parallèles, de servir les clients, pour ce qui est est-ce que vous allez jusqu'au paiement ou interagir avec une fois la transaction faite? Oui, en effet, aujourd'hui, on a déjà en fait un service d'authentification. Donc, une fois l'utilisateur est authentifié, il y a même une couche de validation juste pour s'assurer un peu comme dans un centre d'appel, même si tu es authentifié, mais des fois, on va quand même poser 3 questions aléatoires juste pour s'assurer qu'il s'agit de la bonne personne. Et une fois il est authentifié et validé, on pourrait apporter un changement à une situation personnelle, de célibataire à marié. Par exemple, si l'utilisateur désire apporter un changement au niveau d'une situation personnelle ou un changement au niveau du contrat, si on veut changer de limite ou de franchise. Ouais. Donc oui, aujourd'hui, on a mis en place des qu'on appelle des applications vanille qui permettent à nos partenaires justement d'utiliser le robot pour l'après-vente. Qu'est-ce que ça veut dire une application vanille? C'est un mot assez utilisé. C'est pour dire qu'une application ne nécessite plus ou ne nécessite pas nécessairement une personnalisation pour être utilisée. Donc, plusieurs cabinets, par exemple, pourraient l'utiliser parce qu'elle serait prête à être utilisée, c'est ça? C'est exactement ça. Puis la plupart des compagnies, en technologie vont se reposer, des compagnies qui ont des produits vont se reposer sur des applications, si je peux appeler vanille, et aussi avoir un service enterprise avec une certaine personnalisation pour, disons, les clients de grande taille qui, eux, nécessitent ou qui, eux, désirent personnaliser. OK. C'est quoi les premiers problèmes qu'une entreprise comme vous, ou dans le produit actuel, c'est quoi les premiers que vous avez arrivé? Y a-t-il des choses vraiment qui vous ont accroché dans le développement, qui ont été des freins ou qui vous ont découragé à certains moments? Découragé, non, parce que il faut vraiment pas se décourager, parce que si on se décourage, ou ça peut être aussi des points positifs, des points qui vous auraient encouragé, peut-être ça serait une meilleure question. Ah non, mais ça peut être, je veux dire, il y a beaucoup de défis. Mon point, c'est, moi je parle personnellement, j'ai eu, les premières années, c'était vraiment pas facile, et je vais quasiment être en déni de ces difficultés-là. Mais ces difficultés existaient, elles existaient bien. Donc j'essaie juste de transformer en fait un point négatif à un point positif et vraiment, se concentrer sur tout ce qui est sur les solutions. Donc, mais les problèmes, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de problème. Maintenant, c'est sûr que, partir déjà avec cette vision-là un peu, pas large, mais avoir ce robot universel qui va
simuler finalement un courtier. C'est ça au départ, aujourd'hui, ce qu'on a développé, c'est un expert en assurance basé sur le traitement de langage naturel. Donc, on peut poser n'importe quelle question en assurance, ce qu'on prétend à nos partenaires, et avoir une réponse en assurance, mais aussi on peut, on est en mesure de mettre en place finalement des processus d'affaires et les exécuter avec une machine, avec un robot. Donc, démarrer avec ce plan de match-là, donc déjà, c'est un projet qui est durable. Ce n'est pas un projet qui se fait en quelques mois, en 2 ou 6 mois. Donc, c'est un projet durable. Et je veux dire, pour nos clients, au départ, on parlait de robots qui font faire tout ça. Puis, c'est sûr qu'ils ne vont pas nous croire parce que déjà, c'est ça. Je veux dire, ça n'existait pas. Puis, il n'y avait pas de compagnies qui ont mis en place ces processus-là avec un robot. Oui, on voit des chatbots qui vont... on va dire un peu interagir un petit peu avec un sous-processus, avec des utilisateurs, mais je veux dire, on n'a pas encore vu un robot qui est capable d'aller jusqu'au paiement et en plus faire du support avec une certaine précision, si on veut. Donc, c'est sûr qu'au départ, on n'a pas choisi le chemin le plus facile, mais on s'est dit, au moins, dans le temps, je voulais être rassurant. Donc, j'essaie de me convaincre que plus c'est, on va dire, plus c'est complexe, le mieux c'est, parce que ça va nous permettre aussi de créer des barrières et que finalement, en tout cas, j'essaie de me convaincre que c'est la bonne direction puis qu'il faut persévérer. Justement, c'est sûr que lorsque le robot s'est stabilisé, c'était quand même... aujourd'hui, en tout cas, c'est beau à voir parce qu'il y a 5 ans, c'était difficile d'imaginer qu'on... Fait que vous êtes vraiment parti du robot. Pas dire qu'il voulait prendre la place de l'agent, du courtier au niveau distribution, au robot qui accompagne et qui va aider peut-être le travail de l'agent et du courtier dans certaines tâches? C'est sûr que même au démarrage, on n'a jamais pensé aucunement remplacer un courtier. Peut-être le mot était fort, là, mais je comprends. Okay. Quand je dis expert, donc un robot, un courtier expert, c'est toujours... j'essaye de... C'est plus pour vulgariser, mais c'est sûr que il faudrait déjà les entraîner d'une certaine manière et aussitôt qu'on sort du cadre de l'assurance, pas capable de comprendre grand-chose. À moins qu'on l'entraîne aussi qu'on l'entraîne pour d'autres, disons, champs d'intérêt. Déjà, nous-mêmes, notre choix, c'était de séparer les environnements. Donc, on a un robot pour l'auto, un robot pour maison, un robot pour le commercial. Pour une niche en particulier en commercial, par exemple, syndic de copropriété. Donc, prétendre que ces robots-là peuvent, peuvent se comparer à des êtres humains, ça fait aucun sens. Mais l'objectif, donc au démarrage, c'était vraiment, puis jusqu'à aujourd'hui, c'est c'est d'accompagner, c'est de supporter l'agent qui aujourd'hui pourrait se concentrer sur des tâches un peu plus complexes, justement, qui nécessitent une certaine intelligence émotionnelle qui va rassurer davantage son client. Et je veux dire, un robot, on s'entend, il n'a pas cette je veux dire, sensibilité, si on veut. Donc, il y a une question, à partir de cette question, on fournit une réponse.
elle pourrait être très précise, la réponse. Puis les robots, en fait, ils se fatiguent pas. Ils ont une grande valeur à venir répondre à des besoins ou des problèmes répétitifs. Tu sais, quand est-ce que ma date de renouvellement? Quand est-ce que mon paiement va passer? Je peux-tu faire tel changement? Donc, des choses que le courtier n'apporte pas de valeur au final en étant un spécialiste de l'assurance puis de jaser avec le client. Et puis là, on le sait, avec la réalité qu'on vit, là, le manque de personnel, le fait d'avoir un robot qui s'occupe d'une partie de ces tâches-là permet à l'agent, au courtier, de se concentrer puis d'apporter de la valeur au client puis justement là, d'améliorer la qualité du service qu'on donne. Exactement. Et par exemple, est-ce que je peux assurer ma blonde? Est-ce que ma blonde est assurée? Est-ce que ma blonde est couverte? Ou est-ce que, des questions, est-ce que la couleur de la voiture impacte la prime? Ou toutes sortes de questions qui sont assez connues pour les courtiers et qu'un robot pourrait très bien s'en occuper. C'est sûr que ce qui est aussi intéressant dans cette phase un peu difficile, puis tu as parlé de rareté de ressources, c'est sûr que le même robot pourrait aussi entraîner du personnel. Donc, puis aussi standardiser des réponses. Parce que d'un courtier à un autre, on s'entend que les réponses sont quand même différentes. Ouais. Et c'est sûr que si on a un robot qui aide les courtiers, les nouveaux courtiers qui viennent d'arriver. Donc, les courtiers posent des questions. Ah oui, les courtiers posent des questions, puis ils peuvent aussi avoir des réponses quand même assez riches. Et donc, ça peut... Donc là, on a parlé beaucoup de consommateurs, mais aussi le même robot. C'est-tu le cas actuellement? Est-ce que votre solution est rendue là? Autant consommateur que courtier, dans le fond? Là? Vous êtes aux deux endroits actuellement. Oui, tout à fait. On est aux deux endroits et finalement, il y a juste l'interface qui change. Enfin, le cerveau du robot, il est déjà entraîné... Il est déjà entraîné pour répondre aux questions du consommateur, mais souvent, le courtier va, en fait, va diriger les questions du consommateur au robot parce que... Des fois, il n'y a pas l'information, on peut pas... sur des choses très précises. Fait que, parce que je suis certain que ça, il y a plusieurs personnes qui nous écoutent, autant des courtiers, des agents, que ça va piquer la curiosité puis qui vont dire « J'aimerais ça, essayer ça. » Je pense qu'on s'excuse d'avance à DPA pour le nombre d'appels qu'il va avoir. Pas d'appels, mais de demandes au robot. PMA. Ouais. Le nombre, oui, on peut pas les mélanger. Le nombre d'appels qu'il va avoir suite à cet épisode-là, ça peut être... C'est sur leur site web? Là, c'est sur leur site web. On s'en excuse à l'avance. Excellent. Donc, PMA, qui a été un des partenaires, un des early adapters qui vous a fait confiance. Maintenant, il y en a plusieurs. Du point de vue des assureurs, du point de vue de la tech, parce que tu en as parlé tout à l'heure, Applied est un grand joueur pour nous au Québec. Un joueur de confiance, un incontournable dans certains cas. Comment va la relation de ce côté-là? La relation va très bien. On a annoncé un partenariat ou une alliance, je crois, il y a 2 semaines. Je crois c'était annoncé par Applied. Je crois qu'au départ, Applied était en mode test. C'est sûr, ils voulaient savoir comment ça va se passer avec PMA. Est-ce qu'on va être en mesure de finalement s'intégrer sans trop de difficultés à l'ensemble de leurs API. Et nous avons relevé le défi et en ce moment, avec toute la conversation du robot pourrait justement se rendre à Epic et à l'ensemble de leurs API. Donc, c'est sûr que ça amène beaucoup de valeur, je crois, à l'écosystème de l'assurance parce que c'est sûr qu'encore une fois, on réduit des tâches administratives aux courtiers, puis
on enlève toute la saisie de données qui, je crois, qui fait pas le bonheur du courtier. Et puis, finalement, le robot va tout simplement chercher l'information de l'utilisateur, puis transférer toutes ces données-là au BMS. Au BMS, exactement. Puis, c'est sûr que, bon, après PMA, on a eu, je crois, l'été dernier, Rogers Insurance, qui est En Ontario. En Alberta. Mais ils sont aussi présents en Ontario. Donc, donc on a commencé, la première phase, c'est en Alberta. On s'attaque au BC, en Ontario, en fait, dans 2 mois. Donc, ils aimeraient finaliser Alberta et ensuite, ils vont aller au BC et en Ontario. Ça doit nécessiter quand même une adaptation importante. Tu as vu l'exemple en automobile, les produits sont quand même très différents là, d'une province à l'autre. Mais pour vous, c'est de la programmation, c'est de l'apprentissage, en fait. Là. Tout à fait. Puis oui, en effet, il y a une certaine adaptation au niveau finalement, au niveau du parcours client et au niveau aussi des réponses. Donc, on a un corpus pour le Québec, on a aussi un corpus pour l'Alberta, un autre corpus pour l'Ontario. Puis les primes, enfin, l'engin de tarif, les variables sont un peu différentes, mais il n'y a pas vraiment une grande variation. On s'ajuste en fonction de ce delta-là, de cette différence-là, donc en fonction de chaque province. Je crois que là, par exemple, au Québec, en Ontario et en Alberta, on a les robots peuvent, on va dire, soumettre des prix d'assurance pour quasiment l'ensemble des assureurs. Ah oui? Oui, vraiment l'ensemble des assureurs. Il faudrait juste avoir qu'on appelle les identifiants de l'assureur. Puis, c'est ça. On est capable de... Puis, au niveau des relations avec les assureurs, ça, est-ce que vous devez interagir avec eux directement? Ou vous passez en ce moment tout le temps par... que ce soit Guidewire, pas Guidewire, Applied pour la distribution, comment ça se passe à ce niveau-là, ou les relations avec Guidewire, il y en a-tu? Bonne question. Au niveau des assureurs, c'est sûr qu'on a une relation avec plusieurs assureurs, mais dans le cadre du projet, en ce moment, on est, on va dire, on est focus sur, on passe par Fortus, donc on passe par l'engin de tarification d'Applied. Concernant Guidewire, on a eu un partenariat avec Ernst & Young l'année dernière, puis on est en intégration dans Guidewire. On est en intégration. Ça, c'est-tu pour aller aider les gens à l'interne chez les compagnies d'assurance? Entre autres, mais c'est aussi pour la vente directe, entre autres, pour aider aussi les agents, exactement, mais aussi pour permettre aux assureurs de aussi distribuer directement les produits d'assurance. Par l'entremise du chatbot. Par l'entremise du chatbot. OK. Fait que ça, c'est vraiment des projets futurs. En fait, c'est des projets ongoing, mais oui. C'est des choses sur lesquelles vous travaillez actuellement. Guidewire, oui, en effet, on est en intégration, donc c'est des choses qui sont en cours. OK. Si on parle de futur, c'est quoi le rêve de Mohamed avec Koios pour la suite? C'est d'amener ça à quel niveau? Ou est-ce qu'il y a d'autres produits, d'autres trucs que tu as envie de travailler? Là, en ce moment, c'est déjà présent. On a implémenté la téléphonie. Puis c'était vraiment dans le plan. C'est la raison pour laquelle, au départ, on utilisait la voix, puis on
on s'est beaucoup concentré sur la reconnaissance vocale, malgré les difficultés. Par exemple, vous savez, lorsqu'on demande une adresse email, Ouais. Alexandre.Gilbert à commercial, ça, transformer cette voix-là en texte, il y a des défis. Donc, peu importe l'outil qu'on utilise, que ce soit de Google, d'Amazon. Donc, il y a beaucoup d'adaptations au niveau de la reconnaissance vocale. Et donc, c'est sûr que notre plateforme est conçue justement pour desservir des services téléphoniques. Donc, c'était vraiment notre plan de match au démarrage de la compagnie, étant donné que 97% des produits d'assurance sont desservis encore par téléphone. Donc, il aurait fallu penser à implémenter un logiciel qui sert le canal web, mais aussi la téléphonie également. Okay. Puis de la manière qu'on a conçu en fait ce chatbot, ce système de dialogue, si on veut, et on est tout à fait capable de s'intégrer à des systèmes téléphoniques, du VoIP, oui. Pour nos clients. Puis, enfin, on a fait plus qu'une preuve de concept. Donc, on a déjà une solution qui permet justement de desservir les clients par téléphone. La personne interagit vraiment, appelle au numéro de téléphone. Exactement. Sans connexion Internet. Ouais. Donc, on n'a plus besoin d'Internet pour communiquer avec le même robot finalement. Donc, c'est la même instance qui va desservir les deux. Et c'était ça au départ le gros défi. Donc, je disais dans le temps à mon équipe de réfléchir à toujours comme si on aimerait développer un logiciel pour des aveugles. Il faudrait pas qu'il y ait, enfin, il faudrait que l'utilisateur interagisse avec le robot sans nécessairement appuyer sur des boutons. Donc juste en se servant uniquement du texte. Quand je dis du texte ou la voix, voix, c'est un peu la même chose, parce qu'on a une composante de reconnaissance vocale qui transforme la voix en texte également. On pourrait peut-être avoir une discussion intéressante. Peut-être que tu l'as déjà eu avec Crew, qui est un de nos partenaires aussi, qui fait du VoIP, puis fait de la téléphonie IP. Alexandre, c'est le genre de projet qui l'allumerait. Si jamais c'est pas déjà entamé, probablement qu'il va peut-être vouloir te rejoindre. J'ai une dernière question pour toi. Je veux savoir, as-tu un conseil peut-être pour les jeunes ou les gens qui désirent se lancer en affaires, que ce soit en technologie ou que ce soit dans peu importe le domaine relié à l'assurance, as-tu un conseil pour eux? C'est sûr que mon conseil, c'est de bien s'entraîner pour limiter les accidents. Donc, c'est vraiment ça mon conseil, parce que souvent, plus on est entraîné, mieux on va partir notre projet. Cela dit, il y a des entrepreneurs qui partent aussi sans aucun entraînement et qui réussissent aussi très très bien leur projet. Donc c'est pas du tout c'est mon opinion personnelle et c'est sûr que ça vient de quelqu'un qui fait de l'analyse prédictive et c'est pas nécessairement la réalité du monde de l'entrepreneuriat. Après, c'est sûr qu'avec un entraînement, tu as une meilleure gestion du risque et je veux dire, la confiance
en fait, la confiance du succès est maximisée. Définitivement. Écoute, ça a été un plaisir de te recevoir. Déjà, on a fait au-dessus d'une heure qu'on jase. J'aurais des tonnes de questions pour toi. On aurait sans doute de faire la suite, mais je pense qu'on va être à l'affût, puis on va voir ce qui va se passer avec ta solution, puis on va la voir se déployer. PMA en est un. J'imagine qu'il y aura d'autres cabinets. J'imagine toi, tu vas être en mode croissance, veux pas dans les prochaines semaines. Le move Koyos va se promener, puis tu vas être sollicité sans doute à droite et à gauche. Donc, tu risques d'être très occupé, mais on aura sans doute la chance, si tu le permets, de revenir sur cette discussion-là, puis tu nous diras où ton parcours t'a amené. Oui, en effet, je serais heureux de continuer cet échange-là. Puis, de toutes les façons, je crois que tu es un coureur et tu viens de dire, enfin tout à l'heure, que tu démarres un événement justement de course là. Je crois que ça serait bien qu'on aille, qu'on aille courir ensemble. Puis, ouais. Ouais, définitivement. On aura la chance de s'en parler et de s'organiser une sortie ou deux. Excellent. Merci beaucoup, Mohamed. Écoute, je veux prendre quelques instants pour remercier nos partenaires qui nous aident à accomplir le projet du podcast. Alors, comme je disais un peu plus tôt, Primaco, qui est avec nous pour une deuxième année, une deuxième saison qu'on fait avec eux. Donc, c'est très apprécié de les avoir comme partenaires. On a également la Banque nationale, qui est avec nous aussi pour une deuxième année. Et un nouveau partenaire cette année, Crew, qui est un système, dans le fond, une compagnie qui offre des systèmes téléphoniques. Et notre aussi partenariat qu'on pourrait dire spécial et qui s'ajoute à ces trois-là, et la coalition qui est également avec nous cette année. Donc, on va pouvoir en parler un peu plus dans les prochains épisodes, mais on tient vraiment à les remercier. Comme dernier, t'avais-tu... Une question pour vous. Qu'est-ce qu'il faut pour être partenaire à Accident de parcours? En fait, qu'est-ce qu'il faut... De l'intérêt. De l'intérêt, oui, c'est la meilleure réponse, exactement. De l'intérêt, ouais, ok. Oui, donc, prendre contact avec nous puis voir comment on peut intégrer ça à l'intérieur de notre cadre. Ça nous aide à mettre en place des épisodes puis d'autres projets qu'on souhaite partager avec les gens. Dernier mot de la fin pour les auditeurs, si vous avez des questions, des suggestions, même des questions pour nos invités, on vous invite à les partager. Que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, sur toutes les plateformes YouTube où est-ce qu'on est présent, les plateformes de podcast, dont Spotify, Google, Apple. Donc, utilisez-les et partagez avec vos collègues, c'est très apprécié. Merci. Merci pour votre invitation. Merci Alexandre, merci Mathieu. N'oubliez surtout pas de vous abonner à l'une de nos plateformes de diffusion pour être informé de la venue de nos prochains épisodes.
y a 5 ans, c'était difficile d'imaginer qu'on... Fait que vous êtes vraiment parti du robot. Pas dire qu'il voulait prendre la place de l'agent, du courtier au niveau distribution, au robot qui accompagne et qui va aider peut-être le travail de l'agent et du courtier dans certaines tâches. C'est sûr que même au démarrage, on n'a jamais pensé aucunement remplacer un courtier. Peut-être le mot était fort, là, mais je comprends. Okay. Quand je dis expert, donc un robot, un courtier expert, c'est toujours... j'essaye de... C'est plus pour vulgariser, mais c'est sûr que il faudrait déjà les entraîner d'une certaine manière, et aussitôt qu'on sort du cadre de l'assurance, pas capable de comprendre grand-chose. À moins qu'on l'entraîne aussi qu'on l'entraîne pour d'autres, disons, champs d'intérêt. Déjà, nous-mêmes, notre choix, c'était de séparer les environnements. Donc, on a un robot pour l'auto, un robot pour maison, un robot pour le commercial. Pour une niche en particulier en commercial, par exemple, syndic de copropriété. Donc, prétendre que ces robots-là peuvent, peuvent se comparer à des êtres humains, ça fait aucun sens. Mais l'objectif, au démarrage, c'était vraiment, puis jusqu'à aujourd'hui, c'est c'est d'accompagner, c'est de supporter l'agent qui aujourd'hui pourrait se concentrer sur des tâches un peu plus complexes, justement, qui nécessitent une certaine intelligence émotionnelle qui va rassurer davantage son client. Et je veux dire, un robot, on s'entend, il n'a pas cette sensibilité, si on veut. Donc, il y a une question, à partir de cette question, on fournit une réponse.
Je pense que ça serait bon que tu nous parles un peu, c'est quoi la solution? Que tu nous l'expliques avant qu'on rentre dans les applications, mais vraiment, c'est quoi la solution de façon concrète que vous offrez, dans le fond? OK. La solution concrète, en fait, c'est un assistant virtuel, un robot, un peu comme, je ne sais pas si vous êtes familier avec Siri ou Alexa. Sauf que avec ce robot, on peut, il y a une reconnaissance vocale de la même façon que Siri. Et après, on peut clavarder aussi avec. Donc, donc c'est en soirée et écrit. Voilà. En soirée, on veut pas. On a les enfants qui dorment. On va clavarder, on va écrire. On va écrire avec l'application. Et l'objectif de ce robot, c'est vraiment offrir plusieurs processus d'affaires. Donc, on a commencé par les nouvelles affaires, donc la cotation. OK. C'est merci. D'abord d'offrir ou d'éduquer l'utilisateur, le consommateur. Donc, il y a un volet informatif dans cette application-là. Donc, toutes sortes de questions en assurance, d'accord? Et je crois pour un courtier, informer le consommateur, c'est bien, mais c'est pas assez. Il faudrait aussi quand même qu'il commercialise ses produits. On a mis en place un parcours client, donc qui permet justement ce qui permet au robot de vraiment d'interagir avec le consommateur par rapport au produit en soi. Si on est, par exemple, si on parle d'auto, toutes les questions qu'ils peuvent avoir. Toutes les questions qu'ils peuvent avoir pour ensuite les transférer à Applied System et retourner en fait plusieurs prix d'assurance. Donc, ce que je comprenne bien, en fait, le robot, j'arrive, exemple, sur la plateforme, sur le site, exemple du courtier, je vais m'adresser au robot. « Hey, bonjour, je cherche une assurance auto. » Le robot va me répondre « Parfait, bonjour monsieur. » Puis il va commencer à me poser les questions. Exactement. Okay. C'est vraiment... Il va prendre action. Il va prendre action, exactement.